Saloperie de raton laveur. Putain, je l'avais jamais vu ce cadre. Putain, c'était juste le chat. Oups, je crois que j'ai taché l'objectif. Joyeux Halloween tout le monde. Faudrait vraiment que je trouve un meilleur masque pour la prochaine fois. Ah. Et bien me dire voilà, ai-je vraiment besoin d'expliciter? Il semblerait que ce soit ici la deuxième partie de notre Onon initié sur les icônes de l'horreur. Et vu que la dernière fois c'était les humains qui nous intéressaient, aujourd'hui, on va se pencher par quelque chose de plus surnaturel. Fantômes et démons seront au rendez-vous, alors installez-vous confortablement. Je tiens cependant à préciser que les monstres du Universal Monster ne seront pas dans cette vidéo. Non, non. La plupart de leurs représentants ont eu un impact beaucoup trop gros sur la pop culture pour ne pas mériter leur propre vidéo. C'est bon, vous êtes installés? Très bien. J'ai quelques histoires à vous raconter. Alors celui-là. Ah, pas trop frustré que j'en ai pas parlé dans la première vidéo? Freddy Krueger est le tueur de la saga Les Griffes de la Nuit. Une autre saga de slasher movie extrêmement connue, et encore une fois lancée par Wes Craven. Freddy Krueger était un tueur d'enfants surnommé le cisailleur de Springwood par les médias, et habitant à Elm Street. Évidemment, la police finit par remonter jusqu'à lui, mais il sort vainqueur du tribunal pour manque de preuves contre lui. Menu problème, les parents des enfants du quartier ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils ont foutu le feu à la baraque du bon vieux Fred avec lui dedans, et ont jeté ses restes là où on ne les trouverait pas. Même les agents de police étaient dans le coup, ce qui explique pourquoi l'incident n'a fait aucune vague. Et de façon générale, ils ont fait de leur mieux pour que cet effrayant voisin tombe dans l'oubli. Pauvres parents. Ils ont sûrement cru avoir commis un acte horrible, mais qui mettrait enfin leurs enfants en sécurité. Disons qu'ils ont eu à moitié raison. Puisque la peur à Elm Street resta omniprésente, et donna l'opportunité à Freddy de se réincarner en quelque chose de pire encore. Et de se venger sur les gamins du quartier maintenant devenus ados. Freddy est devenu un authentique croque-mitaine. Il revit à travers les rêves de ses victimes et les y tue pendant leur sommeil. Les dégâts qu'il fait subir aux dormeurs dans ses rêves se répercutent en temps réel sur lui dans la réalité. Et on retrouve la victime mystérieusement lacérée jusqu'à la mort le lendemain matin. La dimension des rêves est son véritable terrain de jeu. Il apparaît dans le rêve de qui il veut, quand il veut. Sous l'apparence d'un homme cramoisi au 3e degré sur l'entièreté de son corps avec un chapeau et un pull à rayures. Mais surtout son arme fétiche à la main droite. Un gant en métal et en tissu orné de lames de rasoir au bout des doigts, qui a énormément contribué à l'iconisation du personnage dans la pop culture. Dans cette dimension, il est le maître absolu. Il peut changer d'apparence, se téléporter, modifier le décor, il est quasi omnipotent. Et à part vous réveiller ou trouver un moyen miraculeux de le battre, plus grand chose ne peut vous sauver. Absolument tout est iconique chez Freddy. Son visage, ses fringues, son gant, putain de merde, son gant, sa voix, son dialecte verbal assez franc va-t-on dire, son modus operandi, sans oublier son sadisme omniprésent qui le démarque de pas mal de ses homologues des autres sagas de slasher movie. Mais le plus terrifiant à propos de Freddy n'est pas son background ou son apparence ou le fait qu'il se nourrisse des âmes de ses victimes, c'est surtout et avant tout le fait que, le besoin de sommeil étant vital à n'importe qui, on ne peut simplement pas lui échapper. Et croyez-moi qu'il se fatiguera beaucoup moins vite de vous traquer que vous de le fuir. Please, God. This is God. Petite devinette, que fait un tueur en série quand il est dans la merde parce qu'il a tué des gens? Il tue encore plus de gens. Charles Lee Ray était un tueur en série appelé l'étrangleur par les médias, jusqu'à ce qu'il se retrouve démasqué, blessé par balle et poursuivi par un détective local. La course-poursuite finira dans un magasin de jouets, et n'ayant plus d'autre option, Charles utilisa un artefact vaudou lui permettant de transférer son âme dans un objet.
L'objet qui lui tombait sous la main à ce moment-là était une poupée masculine très à la mode. Charles venait de s'offrir une nouvelle vie. Il prit le nom de la poupée dans laquelle il s'était incarné, Chucky. Et dès que la poupée fut offerte à un petit garçon nommé Andy, il avait désormais un moyen de frapper à nouveau. J'aime énormément comment le premier film Chucky tente d'abord de vous faire croire que la poupée agit comme un esprit démoniaque dans un corps inanimé qui souffle à l'oreille des enfants pour les manipuler. Et puis vient cette scène. I said talk to me, damn it, or else I'm gonna throw you in the fire! You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? Que les fans d'Annabelle et Robert la Poupée dégagent. On n'est pas dans ce genre de film. Non, la saga Chucky a une certaine dimension comique, qui va d'ailleurs s'accentuer pour le meilleur comme pour le pire par la suite. Mais qui rend à coup sûr les premiers films plutôt fun. Chucky est grossier, sadique, manipulateur, haut en couleur, excentrique et vicieux. Il vous fera vous pisser dessus aussi bien de rire que de peur. Il va prendre son pied à user de tous les avantages de sa nouvelle forme. Il peut se cacher facilement et n'importe où, n'éveille pas de soupçons, et peut faire porter le chapeau de son crime à n'importe qui. Car il sait très bien que quiconque accuse une poupée d'avoir commis un crime en devient le principal suspect. Et c'est pour lui l'éclat à volonté. I'm fucking infamous. I'm one of the most notorious slashers in history, and I don't want to give that up. I am Chucky, the killer dog, and I dig it! Pazuzu est un démon ancestral présent dans la mythologie mésopotamienne, qui était le roi des démons du vent, et pouvait protéger entre autres des maladies quand il décidait d'être sympa. Mais il y a comme un petit inconvénient à ceci. Attendez. Oui. Ça. Oh! Voilà, c'est ça. On s'en branle! Du point de vue de l'église, c'est un démon païen parmi tant d'autres, et c'est pas le film dont on va parler maintenant qui va dire le contraire. L'Exorciste de William Friedkin est sorti en 73 et a été un succès colossal. Il a enchaîné les récompenses et est considéré encore aujourd'hui comme un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma, surtout horrifique. Et on ne peut pas dire qu'il est vraiment démérité. Le film nous conte l'histoire de l'exorcisme de la petite Regan McNeil, fille assez aisée d'une actrice célèbre mais surtout assez bon modèle de pureté, qui va se faire posséder la gueule mais genre bien vénère par le démon Pazuzu. Et bordel de merde, je crois que vous n'aurez jamais aussi peur d'une petite chrétienne de votre vie. Pazuzu est un démon dans toute son excellence. Il est provocateur, vulgaire, blasphémateur, vicieux, fier, manipulateur, lâche, sadique et évidemment il déteste aussi bien Dieu que les humains. Mais aussi puissant soit-il, Pazuzu n'a pas de forme physique. Il a donc besoin d'un hôte dont il prendra peu à peu possession jusqu'au contrôle total, allant jusqu'à lui faire les pires choses, y compris bien évidemment la violence physique envers ses proches et surtout lui-même. Il incarne les pires peurs des chrétiens, mais je pense que face à une telle terreur, tous les humains, peu importe leur confession, sont égaux. Qui que vous soyez, ne faites face à Pazuzu que si vous êtes fin prêt physiquement et psychologiquement, car quoi qu'il arrive, il n'aura pas sa langue dans sa poche, et se délectera des violences physiques et psychologiques qu'il fera subir à vous et à son hôte. Do you know what she did? Your canting daughter? Be my victim. Installez-vous confortablement, j'ai une histoire à vous raconter. Elle se déroule au 19e siècle à Chicago, et n'est autre que celle du fils d'un ancien esclave ayant fait fortune, du nom de Daniel Robatil. Daniel a bénéficié d'une très bonne éducation, et a fait les meilleures études du pays, dans l'optique de devenir un jour un peintre de renommée. Et la sauce a pris. Si bien qu'il fut embauché par un riche propriétaire terrien, pour peindre un portrait de sa fille, une vierge blanche du nom de Caroline Sullivan. Et la sauce a pris. Puisque le peintre et la jeune fille s'éprirent l'un de l'autre, et leur scandaleuse union fit naître un enfant hors mariage. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans ce genre de milieu à l'époque, c'était systématiquement de la faute de la femme. Sauf si l'amant est noir. Sans trop de surprise, le papa de Caroline n'apprécia pas trop, et mit en place un lynchage pour dégommer le petit Blackouz qui avait déshonoré sa fille. Le châtiment réservé à Daniel fut d'une certaine cruauté. Ils lui scièrent la main droite avec une lame rouillée, et l'enduirent de miel de la tête aux pieds jusqu'à ce qu'il soit tout sucré, ce qui lui valut le surnom Candyman. De telle sorte à ce que les abeilles de la ruche se ruent sur lui et le piquent jusqu'à la mort. Et la sauce a pris. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur les légendes autour du fantôme de ce cher Daniel. Prononcez son nom 5 fois devant le miroir, et il vous apparaîtra sous la forme d'un grand homme assez charismatique à la voix suave, disposant d'un énorme crochet en guise de main droite, et un grand manteau sous lequel il dissimule son corps envahi et dévoré par les abeilles. Il tuera ensuite sa canette, celui qui l'a invoqué. Mais pourquoi fait-il ça? Il n'a pas l'air d'agir spécialement par vengeance, moins encore par sadisme ou par instinct.
Et si son véritable but était de faire perdurer sa légende? Après tout, Daniel est un artiste à la base, et l'art est sûrement la meilleure trace qu'on puisse laisser de nous. Et si, à travers la mort, il avait trouvé un nouveau moyen d'exprimer son art? Et si ce crochet n'avait pas simplement remplacé sa main, mais son pinceau également? Cela reste incertain. Ce qui l'est moins, c'est que la mort l'a ironiquement rendu immortel, et qu'à l'instar de l'art avec lequel il ne fait désormais plus qu'un, sa légende et son histoire resteront les plus durables traces de son passage sur Terre. I am the writing on the wall, the whisper in the classroom. Without these things, I am nothing. So now I must shed innocent blood. Come with me. Y a pas à chier. Les histoires de fantômes, c'est vraiment fascinant. Je crois que je pourrais faire tout un épisode là-dessus. Mais y a quelque chose d'encore mieux que de les raconter. C'est de les découvrir. C'est pourquoi je n'ai pas l'intention de narrer celle du fantôme dans la saga Ring. Surtout que, contrairement à Candyman, ça vous gâcherait à coup sûr le premier film. La saga Ring a de particulier d'avoir 2 nationalités. Le premier film, Ring, était un film d'épouvante japonais, dont le succès fut tel qu'il a eu droit à une suite, mais aussi à un remake américain, qui a également eu droit à une suite. Parmi les choses que les 2 sagas ont en commun, on peut compter l'histoire dans ses grandes lignes, certaines thématiques, mais surtout son concept. On nous narre l'histoire d'une VHS maudite qui tue tous ceux qui la regardent. Après avoir regardé la VHS, le visionneur recevra un coup de fil, où il entendra une voix lui dire qu'il n'a plus que 7 jours à vivre. Pendant ces 7 jours, la victime sera comme poursuivie par le fantôme de la cassette. Son visage apparaîtra flou sur les photos par exemple. Et au bout de 7 jours, le fantôme d'une petite fille fera surface pour ôter la vie de sa victime. Il y a plein de trucs fascinants à dire sur cette petite fille et sa malédiction. Mais pour ne pas vous gâcher la surprise, je vais surtout mettre en avant le fait que ceci a été une source d'inspiration majeure pour moult œuvres horrifiques de ces 20 dernières années. Que ce soit le design du fantôme, qui en a inspiré pas mal d'autres, le coup de la cassette maudite, ou le mystère qui plane autour du monstre. Finalement, à l'instar de Candyman, cet esprit a bien réussi sa mission. Il a tant propagé son image dans tant de médias et tant de cultures qu'on ne peut plus le rater. Il a semé la graine qui l'a rendu culte. Et la fille est poétiquement devenue mère de plusieurs autres monstres. We'll tear your soul apart. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer est un concept présent dans énormément de mythologies depuis l'aube des temps. Pourtant, croyez-moi, aucun enfer ne ressemble à celui qui nous est présenté dans la saga Hellraiser. Ici l'enfer est un labyrinthe infini régi par Léviathan, dieu de la faim et de la mutilation. Mais c'est aussi et surtout le terrain de jeu des Cénobites, d'anciens humains devenus des créatures extrasensorielles surpuissantes au pouvoir démoniaque, ne jurant que par un mélange parfaitement homogène de plaisir et de souffrance infinie. Non sans une dimension sexuelle prépondérante, comme un sadomasochisme poussé à l'extrême. Ils peuvent être invoqués sur Terre à l'aide d'un casse-tête qui ouvre un portail vers leur dimension dès qu'on le résout. À la suite de quoi ils emmèneront celui qui les a invoqués dans leur dimension où il sera sujet de leur torture. Et par-dessus tout, les Cénobites n'obéissent qu'à leur leader, le grand Pinehead. Pinehead est devenu extrêmement iconique. Il représente à lui seul le visage de la saga. Pourtant, en particulier dans les premiers films, lui et ses compères apparaissent assez peu à l'écran. Comment avec un si petit temps d'apparition peut-on devenir culte? En faisant en sorte qu'on se souvienne de chaque instant où ils sont présents. Chacune de leurs apparitions est mémorable et Pinehead crève l'écran à chaque instant. Son design, sa voix, son jeu, son texte, la façon dont il est mis en scène. Quoi qu'il arrive, vous vous en souviendrez. Pinehead n'a cependant pas perdu l'entièreté de son humanité, dans le sens où vous pouvez toujours discuter et tenter de négocier avec lui. Mais ne surestimez pas sa patience pour autant, car plus vous en abuserez, plus les souffrances qu'il réserve à votre chair et votre esprit seront terribles. Explorers in the further regions of experience, demons to some, angels to others. Techniquement, je ne devrais pas le présenter sous ce nom. Ce n'est qu'une identité qu'il aborde quand il est en public. En vrai, cette chose n'a pas de nom. Le seul qui lui ait été attribué est Ça. Ça est une entité cosmique plus vieille que le monde qui a atterri sur Terre il y a des milliards d'années, et qui se nourrit, depuis lors, de la population locale. Même quasiment que des humains. Et qui apprécie leur filer les chocottes avant de les dévorer. Le goût est sans doute meilleur,
C'est entre autres pour cette raison qu'il s'en prend le plus souvent aux enfants. Parce qu'ils sont plus impressionnables et souvent plus naïfs. Ça se nourrit de façon cyclique. Il sort de sa tanière tous les 27 ans pendant une certaine fenêtre de temps, et dévore plusieurs victimes aux alentours de l'endroit où il a atterri. Et il se trouve que sur cet endroit s'est construit la ville de Derry, sorte de trou paumé un poil glauque rempli de pas mal de ploucs et de tarés, et où personne ne semble faire gaffe aux meurtres et disparitions fréquentes. C'est comme si ça avait une influence sur la ville depuis sa fondation. Ça est une entité ayant des pouvoirs psychiques divers, dont la télépathie, ce qui lui permet de posséder des gens, d'influencer leur comportement, mais surtout de voir quelles sont leurs plus grandes peurs. Et c'est là qu'entre en jeu son pouvoir principal, la polymorphie. Il peut prendre la forme de n'importe quoi, y compris un lieu, une créature imaginaire ou un concept vivant. Mais son apparence préférée est celle de Pennywise le clown cabriolant. L'identité et l'apparence de Pennywise lui confèrent quelques avantages, car il peut non seulement faire usage de cette apparence pour effrayer les gens, la peur des clowns étant très populaire, mais aussi attirer les petits enfants vers lui. Pennywise peut apparaître à n'importe quel moment, sous n'importe quelle forme, en n'importe quelle circonstance, pour vous torturer psychologiquement ou vous dévorer tout cru. Il est l'incarnation vivante de la peur et des cauchemars de votre enfance, un mal invisible aux autres qui se plante comme une tumeur dans votre cerveau et utilise vos propres faiblesses pour vous arracher les tripes avec les dents, et qu'au même titre que vos peurs, seule l'union et la bravoure pourra le terrasser, car rien ni personne ne peut vous sauver de vos propres angoisses si ce n'est vous-même. Si tu n'outrepasses pas tes peurs rapidement, tu ne pourras que mourir dans d'atroces souffrances. Et par-dessus tout, tu flotteras aussi. Mais tout ceci est beaucoup trop récent. Rendez-vous compte, on n'a pas brossé en dessous des années 60. Le cinéma est beaucoup plus vieux que ça. Même le cinéma d'horreur, bordel! Vous savez quoi? On va commencer à exploiter ces putains d'études beaucoup trop chères payées par les parents de Nyrod parce qu'ils pensent encore naïvement qu'il a une âme d'artiste au lieu de n'être qu'un demeuré sans cervelle. Et au passage, on va planter un peu de culture dans un putain de cervelle de bordel macaque. Parlons de l'expressionnisme allemand. L'expressionnisme allemand est un courant cinématographique qui verra naître plusieurs films considérés comme les premiers films d'horreur. C'était un courant né dans les années 20 en Allemagne, et inspiré de l'expressionnisme en peinture, mais surtout un courant né du mal-être d'une population frappée de plein fouet par l'entre-deux-guerres, et donc macabre et sombre au possible, transpirant le désespoir, la solitude et la dépression. Et parmi ces films, sort Nosferatu. Nosferatu devait être une adaptation de Dracula, mais Murnau, le réal, n'ayant pas eu les droits, a simplement fait son film en modifiant un peu l'histoire et en changeant les noms des persos pour ne pas avoir de problème. Et dans cette version, notre cher Dracula prend ici les traits du comte Orlok, plus communément appelé Nosferatu. Le vampire Nosferatu transpire l'expressionnisme allemand rien que dans son design. Entre sa rigidité cadavérique, sa pâleur, son maquillage creusant son regard, ses ongles et oreilles cauchemardesques, en bref tout angulaire, graphique et contrasté. Il a vécu des siècles durant du haut de sa forteresse dans un monde auquel il n'appartient pas, celui des vivants. Il ne vit désormais que pour combler le vide creusé par son sort en tentant de jouir de passions morbides, quitte à empoisonner le monde entier de son agonie. Sucer le sang de ses victimes est sûrement sa seule source de plaisir, et pourtant elle ne fait que prolonger son châtiment en le maintenant en vie. En somme, Nosferatu est un concentré vivant des pires fléaux de son époque. C'est un monstre de solitude, de ténèbres, de passions malsaines, une peste vivante transpirant le désespoir et rongé par l'amertume. Son design a beau avoir vieilli, Nosferatu est resté actuel à sa façon, en incarnant les démons qui nous hantent depuis l'aube des temps et le monstre qu'on peut devenir si on y succombe. Bon, et bien voilà une bonne chose de faite. Peut-être que je ferai une partie 3, un de ces 4, si je trouve assez de sujets. Mais en attendant, je vous avoue que mon temps est encore précieux par ici. Oui, j'ai encore d'autres choses à faire. Comme par exemple, je ne sais pas moi, me glisser subrepticement derrière quelqu'un qui regarderait une vidéo YouTube en ce moment même, afin d'assouvir mes bas instincts, et le prendre par surprise. Je plaisante bien sûr. Non, vous êtes bien trop pathétique pour que je vous accorde un peu de mon précieux temps. Ou... peut-être pas.